Je vais maintenant donner la parole à Pierre Perrier. Donc vous êtes, Pierre Perrier, sociologue et professeur, en sciences de l'éducation à l'université de Haute-Bretagne et vous travaillez depuis, maintenant de longues années sur, le sujet de la coéducation, sur les liens école et famille, notamment, dans les quartiers, prioritaires populaires et vous avez notamment participé à un projet expérimental, je crois, avec, ATD Quart Monde, à Rennes, qui s'appelait «En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir». Et puis votre, dernier ouvrage ou récent ouvrage, publié en 2019 s'intitule, «Pa Des parents invisibles, l'école face à la précarité familiale». Donc c'est pour toutes ces expériences et tous ces travaux qu'on a souhaité vous donner la parole, cet après-midi, avec la volonté tout d'abord de vous interroger sur, les enjeux en fait, du lien école, et famille. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse, autant, à ce sujet? Voilà, pourquoi ce thème des liens école, famille? Pourquoi c'est si, important et pourquoi ça nous questionne autant? Bien. Merci à vous, merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant sur les relations entre les parents et l'école, en particulier donc dans les quartiers populaires. Et la dernière grande enquête que j'ai menée a effectivement consisté à comprendre les logiques des familles dites éloignées de l'école, des familles souvent dans la précarité, voire dans la pauvreté, sur un quartier en réussite éducative à l'époque euh, à Rennes, et ATD Quart Monde était le mouvement mandaté pour mener des actions innovantes qui ont tracé des voies de possibles qui ont été ensuite repris dans la loi d'orientation et de refondation de l'école de la République de 2013 et qui donc montrent que en dépit de ce qu'on peut encore entendre sur des parents dits démissionnaires ou désintéressés, on voit que c'est possible de construire du lien, mais que ça nécessite certaines conditions, que ça nécessite que effectivement on ait clarifié les enjeux, qu'on ait clairement formulé le problème, de façon à ce que les actions trouvent leurs effets, trouvent une pertinence, hein, parce que beaucoup de choses sont faites et je pense que ceux qui participent à cette demi-journée sont eux-mêmes dans la réflexion ou dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions, de dispositifs, mais ne trouvent pas nécessairement l'efficacité souhaitée. Donc mon rôle ici, c'est d'essayer de vous aider à bien poser le problème pour ajuster les réponses, sachant qu'ensuite, il y a une grande diversité de contextes et de problématiques et de moyens, bien sûr, sur les territoires. Alors, si je dois essayer de répondre à votre première question sur les enjeux du lien école-famille, je dirais qu'en toile de fond, à l'arrière-plan, évidemment, on doit être conscient d'un certain nombre de défis importants pour l'école et la société aujourd'hui. Ça a été dit tout à l'heure, effectivement, le défi de la réussite de tous les élèves, du plus grand nombre des élèves, et peut-être plus encore que la réussite, dont on ne sait pas très bien finalement jusqu'où elle peut nous mener, au moins conjurer l'échec, c'est-à-dire éviter que effectivement des enfants et des jeunes, et c'est quand même ce que aussi on constate, soient en échec, et j'ai envie de dire que ce soit un peu toujours les mêmes qui soient en échec. Donc il y a un enjeu de lutte contre cet échec scolaire et des conséquences beaucoup plus graves aujourd'hui des difficultés d'échec scolaire pour les enfants, pour les jeunes, dans leur identité, dans leur insertion. Enfin, ça a des conséquences multiples et ça, c'est un fait majeur des sociétés scolarisées comme les nôtres. C'est celui qui a peu et est en grande difficulté pour la suite. Le deuxième défi, me semble-t-il, à travers lequel on peut comprendre l'enjeu des relations école-famille, c'est le souci d'une plus grande efficacité de l'école, mais aussi d'une plus grande équité de l'école. C'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement, l'école profite
au plus grand nombre, et à tous, ce sera encore mieux, et peut-être à ceux qui jusqu'à présent en profitaient moins, et que donc l'école soit plus juste vis-à-vis des élèves dans leur diversité. Voilà un défi tout à fait important qui va sans doute nécessiter, on va y venir, de travailler autrement et avec d'autres partenaires sur les territoires. Un troisième défi, c'est celui de l'accueil de la diversité dans les écoles, sur les territoires, dans la société française. Diversité d'origine, de trajectoire des familles, diversité de formes familiales, une diversité, une hétérogénéité des publics scolaires qui est liée aussi à l'allongement de la scolarité. Et donc, l'école, depuis quelques années, décennies maintenant, ce n'est pas tout à fait nouveau ce que je suis en train de dire, bien sûr, mais quand même, elle est face à cette diversité croissante et il y a une complexité quand même pour appréhender cette diversité, pour la caractériser. Et de ce côté aussi, on comprend l'enjeu de mieux connaître les familles. J'ajouterais aussi qu'il y a évidemment toutes les problématiques qui sont sociales, qui sont scolaires, bien sûr, mais qui sont aussi économiques ou ethniques, qui se posent, religieuses, pour même ajouter, qui se posent aujourd'hui à l'école comme des défis qu'elle ne peut pas résoudre seule. Donc, elle est face à ces multiples défis, donc elle va chercher, l'école, des partenaires pour essayer d'apporter des réponses qui soient plus adaptées, plus pertinentes face à cet ensemble de défis. Donc l'école, elle a pris conscience, en France plus tardivement que dans d'autres pays européens, qu'elle ne pouvait pas apporter des réponses seule. Et que donc il fallait qu'elle s'ouvre en direction d'un ensemble de partenaires, d'acteurs, d'associations sur les territoires. Et donc elle va mobiliser les parents, à partir des années 80 en particulier, pour les associer, avec l'idée que, effectivement, si l'école peut établir une continuité entre la famille et la classe, entre les apprentissages en classe et l'éducation dans la famille, eh bien, on donnera peut-être plus de chances à ceux qui en ont le moins, en particulier, et sur certains territoires notamment. Donc l'école va voilà, chercher des appuis à l'extérieur de ces murs, et elle le fait sans peut-être l'avoir suffisamment anticipé, sans l'avoir assez pensé, je dirais. On va revenir, je pense, dans les échanges tout à l'heure. Donc, il y a cet enjeu qui, au final, je terminerai avec ça sur ce pourquoi la question des rapports école-parents, qui au final vise quoi? Vise à ce que l'enfant, le jeune, donne plus de sens à sa scolarité. Parce que c'est bien ça l'objectif, c'est que finalement, à travers ce lien renforcé entre parents et école, cette cohérence, cette continuité que j'évoquais, eh bien, les enfants et les jeunes donnent du sens à l'école, à leurs études, à leur scolarité. Et on sait depuis des travaux en particulier sur le rapport au savoir que le sens, c'est le levier de la mobilisation scolaire. Si l'école fait sens, si être en classe, ça fait sens, si apprendre telle ou telle chose en classe, ça fait sens pour l'enfant, il a plus de chances de persévérer et de réussir. Et donc ce sens, il faut le construire. Et cette construction du sens, elle se joue dans la classe d'abord, hein, c'est quand même ce qu'il faut rappeler, mais elle se joue aussi à travers le soutien, à travers la mobilisation des parents, ne serait-ce qu'à travers la façon dont ils vont parler de l'école et des savoirs. Hein. Et ça, c'est du quotidien dans les échanges de la famille. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible hein, aux parents. Ça fait partie d'un quotidien. Comment donner sens à l'école en s'appuyant sur aussi l'histoire et le projet que les familles portent pour l'enfant. Donc, pour continuer, on parle souvent d'alliance éducative, coéducation, coopération. En réalité, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et peut-être, quels sont les visées, les contenus de ces notions? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur tout ça? Je vais essayer. Non, mais comme vous dites sur tout ça, parce que on a comme ça à notre disposition tout un ensemble d'expressions qui font partie un peu de ce qu'on appelle dans notre jargon sociologique une doxa. Vous voyez, le doxa, c'est-à-dire des choses qui sont devenues des évidences, mais des évidences non questionnées.
Donc, on va dire partenariat, on va dire coéducation, coopération, aujourd'hui, alliance éducative. Donc, on a depuis plusieurs décennies maintenant tout un ensemble d'expressions qui sont venues un peu tracer comme ça une voie nouvelle pour construire du lien avec les parents, avec l'idée que, c'est peut-être ça qu'on peut retenir, qu'il y a une responsabilité partagée dans l'éducation et la réussite des enfants et des jeunes. Une responsabilité partagée. Je crois qu'à ce niveau-là, on peut penser la contribution de chacun en termes de responsabilité. Après, qu'est-ce que chacun va faire? Voilà une question délicate. On voit bien que les partenaires ont parfois du mal à se concerter, à se coordonner, à trouver une efficacité dans l'action, mais je pense qu'il y a l'idée, si on cherche le dénominateur commun, de la responsabilité partagée entre les différents acteurs. Donc, la coéducation devient une finalité en quelque sorte. Comment atteindre cette éducation, cette réussite pour le plus grand nombre à travers cette responsabilité partagée. La coéducation, c'est à l'origine le co-enseignement. C'était l'idée qu'au XIXe siècle, en mettant les filles et les garçons dans les mêmes classes, finalement, chacun allait en tirer des bénéfices. C'était un co-enseignement. Je rentre pas dans l'histoire de cette notion à l'époque, mais par contrainte, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour accueillir séparément filles et garçons dans certaines écoles en milieu rural. Et progressivement, les pédagogues des écoles nouvelles, on va dire, ont pensé la coéducation comme effectivement associer un plus grand nombre d'acteurs pour le bien, l'intérêt de l'enfant, de bien construire un bien commun pour l'enfant. Alors, donc, ces notions, comment j'ai envie de dire, on y adhère très spontanément. Vous voyez, c'est difficile d'être contre. Qui va dire qu'il est contre la coéducation, contre la coopération, contre le partenariat? Donc, ça suscite l'adhésion. Mais j'ai envie de dire, mais après, on fait comment? Donc, oui, mais comment? Donc, sur le principe, il y a accord. Sur la finalité visée dans la coéducation, il y a accord. Après, il faut trouver une méthode. Après, il faut trouver un mode d'action. Donc, la coopération pourrait être qualifiée comme une méthode. C'est-à-dire, c'est l'idée que finalement, l'action de l'un renforce l'action de l'autre. C'est l'idée de l'action réciproque dans la coopération. Mais vous voyez que pour savoir vraiment si on coopère, encore faudrait-il savoir ce que fait l'autre. Donc, ce n'est pas si évident à réaliser. Et la collaboration pourrait être définie simplement comme le fait de faire ensemble. L'objectif est énoncé et on met ensemble des moyens qui peuvent être différents. Je crois qu'il ne faut pas se méprendre non plus, c'est-à-dire penser qu'on va pouvoir demander la même chose à tous les parents ou penser que parents et écoles vont faire à part égale ou la même chose. On peut être tout à fait dans la coéducation sans que ce soit à part égale en termes d'action, en termes d'investissement. Donc, il faut travailler sur la clarification de ces notions. J'essaye de le faire là très rapidement pour se poser la question des contenus, effectivement, de la méthode et des contenus, de comment on fait. Et si je dis ça, c'est parce que je pense que dans un certain nombre de cas, on utilise les mots sans avoir pris le temps de dire ce qu'on allait mettre derrière, et donc de définir finalement des modes d'action, de collaboration qui soient pertinents, qui soient compris et qui soient même accessibles par ceux qu'on veut engager dans la coopération ou la coéducation. Vous voyez, on peut dire que vous êtes un partenaire, mais si le partenaire ne sait pas ce que l'autre peut faire ou doit faire dans ce partenariat, finalement, ça ne va pas produire beaucoup d'effets. Donc, il y a un enjeu autour de la définition de ces notions. Il y a un enjeu autour de la régulation de l'action, de savoir qui fait quoi, puisque finalement, derrière ces notions, il y a quand même l'idée d'une division du travail éducatif entre plusieurs partenaires. Donc, voilà, qui fait quoi, qui a la responsabilité de quoi? Est-ce qu'on s'assure que dans cette division du travail éducatif, les différents acteurs ont bien les compétences et les moyens pour réaliser les objectifs que l'on s'est donnés? Donc,
l'explicitation fait souvent défaut aussi à travers ces notions. Ce n'est pas simplement les définir, c'est expliciter ce que ça va impliquer pour les uns et pour les autres. Et je vous assure que quand on commence à expliciter, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas si simple, c'est peut-être pas compris par tous les parents ou par tous les partenaires et qu'il va y avoir quelques obstacles sur le chemin de la coéducation. Donc, il faut veiller à la clarification et à l'explicitation. En explicitant, on rend les choses plus accessibles, intellectuellement bien sûr, mais aussi plus accessibles en pratique, parce qu'on sait mieux quelle est la feuille de route en quelque sorte pour chacun et si c'est réaliste d'avoir cette feuille de route. Merci. Du coup, on voit bien que la question de la clarification, de l'explicitation de nos objectifs, c'est une des premières choses à faire, certainement, pour pouvoir on a vu en préparant cette rencontre que les liens école-famille, c'est pas facile. Et du coup, quels autres freins, quelles autres difficultés vous pouvez repérer qui expliquent pourquoi c'est si compliqué finalement à mettre en œuvre? Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, qui est une question des liens école-famille qui a monté dans la société, qui est devenue une préoccupation majeure, pas simplement parce que des événements dramatiques récents ont montré que ça pouvait prendre des formes tyranniques et dramatiques, mais parce qu'on comprend qu'il y a un véritable enjeu de construire ce lien qui fasse sens pour les familles, pour les jeunes dans leur rapport, je le disais, aux études et au savoir. Donc, il y a bien une conscience de l'enjeu qui est partagée parce qu'on la rencontre aussi du côté des parents, mais il y a des règles du jeu qui ne sont pas nécessairement explicites et il y a des ressources qui sont très inégalement disponibles entre les familles, entre les différents acteurs. Donc, on peut avoir ces visées très nobles, mais concrètement, faire le constat récurrent que je fais depuis 15 ans, quand j'écoute les enseignants ou des acteurs éducatifs, c'est-à-dire que finalement, on voit beaucoup les parents des élèves pour lesquels tout se passe bien, mais beaucoup moins, sinon jamais, ceux des élèves pour lesquels ce serait plus nécessaire. Et ça, vous allez dans une salle des profs, il y en a quelques-uns qui écoutent ici, vous écoutez ce que disent les directeurs d'école et d'établissement, c'est le constat récurrent. Alors un constat très territorialisé aussi, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans les beaux quartiers, pour faire simple, finalement, les parents sont plutôt surprésents, voire colonisateurs d'école. Ils prennent le pouvoir sur l'école, ils disposent parfois, pense-t-il, tout au moins du personnel enseignant pour répondre à toutes leurs questions et desiderata. Bon, je crois que ça, c'est le travers qu'on peut trouver dans certains quartiers, mais pour les quartiers prioritaires, pour les familles populaires, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire la difficulté, effectivement, à associer les parents dans les termes proposés par l'école. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le formuler. Associer les parents dans les termes d'une relation proposée par l'école. C'est-à-dire que finalement, il y a un certain nombre d'obstacles pratiques et symboliques qui se dressent sur le chemin pour les parents vers l'école, pour une raison notamment, je vais détailler un peu, qui tient au fait, et ça c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé au fil des analyses, qui tient au fait que finalement c'est l'institution scolaire qui définit les règles du jeu. C'est l'institution scolaire qui définit ce que doit être en quelque sorte le parent d'élève. Et donc, c'est l'institution scolaire qui définit les modalités de la relation. Et donc, tout part de l'institution qui veut s'adresser à des parents hétérogènes, diversifiés, comme on l'a dit tout à l'heure, ayant des ressources très inégales, ayant une connaissance du système très inégale, et du coup, finalement, à qui l'institution scolaire s'adresse-t-elle? Eh bien, quand on regarde effectivement dans la sociologie des familles les plus présentes
représentés aussi dans les écoles, bien, on a plutôt des classes moyennes et supérieures que des parents des classes populaires. Donc, ce constat doit être une interpellation faite à tous ceux qui travaillent sur la question, mais à l'institution d'abord, parce qu'il me semble qu'effectivement, on est dans un schéma beaucoup trop descendant, en quelque sorte, trop unilatéral, de quelque chose qui parle de l'institution, qui veut s'adresser aux parents et qui fait le constat que ça ne marche pas pour tous. Alors, pourquoi ça ne marche pas pour tous? Bien, parce qu'il y a un mode d'emploi, on va essayer de donner quelques éléments plus concrets, je dirais du partenariat. Il y a un mode d'emploi du partenariat entre parents et écoles. Exemple, effectivement, s'inscrire dans la temporalité des réunions, dans la forme et dans la temporalité des échanges à travers des réunions, à travers des rendez-vous que l'école propose. Ça paraît simple quand on est familier de cet usage du temps ou de ce mode de rencontre, mais pour un certain nombre de parents, prendre la parole à la réunion, c'est très difficile. Ça ne fait pas sens en plus si on ne parle pas de leur enfant en particulier. Vous voyez, parler de pédagogie pour expliciter les pratiques enseignantes, ce qui est très bien du reste, mais à des parents qui ont peu fréquenté l'école et qui ne savent pas comment on fait aujourd'hui la classe, bon, c'est totalement abstrait. C'est même disqualifiant. Vous voyez, quand vous êtes dans une réunion et que vous ne comprenez pas et que vous pensez être seul à ne pas comprendre ce dont on vous parle, vous n'êtes pas très, très à l'aise et vous n'y retournez pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile de le faire, mais que ça ne peut pas s'adresser à tous les parents. En tous les cas, ce n'est pas la première modalité par laquelle on va pouvoir rencontrer ses parents. Prendre un rendez-vous. J'entends souvent des enseignants dire « Mais pourquoi les parents n'ont pas pris rendez-vous ?» Les parents n'ont pas pris rendez-vous parce que prendre rendez-vous, c'est s'autoriser à disposer du temps de l'autre. Et s'autoriser à disposer du temps de l'autre, ça nécessite d'être soi-même légitime à disposer en quelque sorte de ce pouvoir. Vous voyez, ce qui fait qu'ils sont plus souvent convoqués qu'ils ne demandent des rendez-vous, qui sont convoqués pour entendre des choses pas toujours très, très agréables à propos de leur enfant. Et que donc, vous voyez, prendre rendez-vous, c'est s'autoriser parce qu'on est légitime et parce qu'on a un contenu qu'on pense légitime à aborder avec un enseignant, un acteur de l'école, et pour lequel on pourra évoquer certaines choses sans se mettre en difficulté, sans s'exposer, comme je dis, sans mise en jeu de soi. Donc, créer les conditions où, effectivement, il peut y avoir un échange, mais sans que votre parole vous discrédite, sans que vos paroles vous affaiblissent encore davantage, sans que vous exposiez en quelque sorte des aspects de votre vie personnelle et vie familiale qu'on veut garder un petit peu à l'écart de l'école. Donc, la question des modalités de la rencontre à travers le rendez-vous et la réunion, on voit que ce n'est pas simple. La question des contenus qu'on peut aborder, on voit que ce n'est pas simple. Moi, je pose régulièrement la question, mais de quoi peut-on parler? Finalement, ça se fait au fil de l'eau, c'est-à-dire au fil de l'entretien où on va parler de telle ou telle chose. Mais les parents, du coup, ils hésitent, ils doutent et ils redoutent, ceux qui sont les plus vulnérables, que finalement l'école comme institution soit un peu intrusive par rapport à leur vie familiale. Donc, comme je le disais, c'est une manière d'exposer sa vie privée, de se mettre en danger en quelque sorte, et ça, certains parents le redoutent beaucoup plus que d'autres. Il y a bien sûr la maîtrise de la langue, donc une maîtrise technique pour parler la langue française, mais une maîtrise des usages sociaux aussi de la langue, c'est-à-dire savoir parler. Si on avait le temps, je vous aurais passé une vidéo d'une mère qui dit « Mais moi, je ne vais pas savoir parler face à un enseignant. Je vais chercher mes mots, je vais montrer finalement mon ignorance de l'école, de ce qu'on fait en classe. » Vous voyez, donc, elle dit même mes enfants ne seront pas fiers de moi, j'aurai honte. Voilà, donc la honte d'une mère qui va être mal à l'aise, très dominée dans un échange avec l'enseignant. Je ne dis pas que l'enseignant crée cet échange, mais l'inégalité, l'asymétrie des positions induit ce sentiment chez des parents, qu'on va dire, vulnérables. Donc, du coup, on se fait discret, on se tient à l'écart. Donc, je pourrais dérouler plus longuement, mais il y a toute une série d'exemples qui sont pris dans des modalités concrètes de la rencontre qui nous montrent que ce n'est pas simple de franchir certains seuils. Je pense souvent à l'exemple d'ailleurs du seuil symbolique du portail d'entrée, où on voit des parents, des mères, très majoritairement, qui sont
du côté du portail sur le trottoir, mais qui ne rentrent pas, et parfois jamais dans l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en franchissant le seuil, elles changent de statut. De parents, elles deviennent parents d'élèves. Du coup, ça pose la question, mais qu'est-ce qu'on attend du parent d'élève? Comment se comporter comme parent d'élève une fois qu'on est dans l'enceinte de l'école, qu'on est face à des enseignants qui peuvent vous interpeller? Vous n'êtes plus le parent, vous êtes parent d'élève. Et là, donc, il faut poser la question de ce qu'est le parent d'élève du point de vue de l'institution, comment les parents eux-mêmes se représentent, bien sûr, ce rôle de parent d'élève. Et je disais tout à l'heure que c'est l'institution qui définit les modalités de la relation qui, j'ajouterais maintenant, va aussi, en quelque sorte, imposer sa représentation du parent d'élève. On va dire l'institution scolaire a des attentes normatives vis-à-vis des parents pour qu'ils se convertissent au rôle de parent d'élève. Les attentes normatives, c'est-à-dire qu'est-ce que les parents doivent faire pour être parents d'élèves. Je vous donne un exemple très simple que tous les parents connaissent ici, c'est ils doivent veiller à ce que les devoirs soient faits et aider l'enfant si besoin. C'est le genre d'évidence que les enseignants vous disent de façon légitime. Ce n'est pas une mise en cause des enseignants lorsqu'ils disent ça. Mais ça crée quoi comme condition? Ça nécessite quelles conditions? Ça nécessite des conditions où les parents vont devoir disposer de temps, se mobiliser, pouvoir intervenir sur les contenus. Et c'est d'autant plus difficile que votre enfant est en difficulté et que vous-même, vous avez été un élève en difficulté ou une scolarité écourtée. Donc, on crée des conditions de renforcement des inégalités en demandant aux parents de veiller au devoir ou d'intervenir, d'apporter un soutien, alors même qu'ils ont moins de compétences et qu'ils ont des enfants plus en difficulté. Vous voyez? Donc, finalement, ces attentes normatives, si on prend l'exemple des devoirs, qui est un exemple qui revient au premier plan du côté des parents, eh bien, c'est quelque chose qui va effectivement les disqualifier, qui va les mettre en difficulté, et personne n'aime ça. Hein. Et donc, les parents dans les quartiers populaires, ils ne sont pas très à l'aise face à l'école parce qu'ils savent que finalement, ils ne sont pas à la hauteur pour ce genre de tâches. Merci. C'est bien, vous faites les questions et les réponses. Donc, on a vu ce qui pouvait effectivement faire tension ou créer ce malentendu entre les parents et les enseignants, notamment du côté des familles qui peuvent être plus en difficulté vis-à-vis de l'école. Et l'invitation à cette journée, elle associait aussi un troisième acteur, on va dire, qu'on a appelé professionnel socio-éducatif, mais qui est finalement un ensemble assez large qui regroupe des associations, des travailleurs sociaux, des centres sociaux, des structures qui font de l'accompagnement à la scolarité, des acteurs de quartier, de territoire de façon générale. Comment vous les voyez, vous, ces acteurs-là? Et à votre avis, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle dans cette relation famille-école? Et si oui, lequel ou comment? On l'a dit en introduction dans votre présentation, l'enjeu, c'est de créer du lien. Mais le lien va prendre des formes différentes. Il ne va pas nécessairement être dans un rapport de parents à enseignants, dans cette dualité qui peut être tout à fait profitable, mais qui peut être aussi une source de tension, d'incertitude pour un certain nombre de parents, voire une source de polémique et de conflit. Hein. Ça ne se passe pas toujours bien dans la scolarité des enfants. Les parents ne sont pas toujours contents, hein, vous en entendez comme moi, à propos de l'enseignant de leur enfant. Alors, est-ce qu'ils le disent ou pas? Pas toujours. Il faut savoir le dire, justement. Là, vous voyez, il faut quand même faire un bon usage de la parole pour non pas trop froisser l'enseignant non plus, parce que dans ce cas-là, dire sera pire que se taire. Ce qu'un certain nombre de parents finissent par penser, vous voyez, ils se disciplinent de cette manière en disant de toute façon, ça ne sert à rien d'y aller parce que ça va être pire encore. Hein. Voilà. Je reprends des expressions que j'ai entendues à plusieurs reprises. Donc, on préfère se taire, on préfère rester en retrait, silencieux, et du coup, finalement, c'est le paradoxe des parents invisibles dont j'ai parlé dans mon dernier livre, c'est qu'ils sont surexposés, parce qu'à partir du moment où on vous attend comme personne présente, si vous êtes absente, vous voyez, vous prenez une visibilité particulière, quoi. Donc, alors que si vous êtes présent parmi d'autres, finalement, vous allez vous fondre dans un ensemble.
Donc, l'invisibilité surexpose de manière un peu paradoxale parce que la norme de l'institution scolaire, c'est d'être présent et visible, réactif, d'être un parent qui anticipe, etc. Donc, il faut trouver des moyens de créer du lien dans des formes différentes qui prennent en compte la diversité des familles, la diversité du rapport à l'école des parents. Et à ce titre, il me semble que si on peut introduire des tiers, des médiations, dresser des ponts entre école et hors école, on peut aider des parents isolés, des parents vulnérables, à cheminer, accompagner, je dirais, vers l'école dans un premier temps. Donc, il me semble que les acteurs socio-éducatifs, socio-culturels sur les territoires, de façon plus ou moins directe, peuvent contribuer à tisser des liens, à créer ce que j'appelle un maillage sur un territoire de telle manière qu'aucun parent ne soit laissé à lui-même, en quelque sorte, dans une forme d'isolement. Vous le savez bien, beaucoup des parents dont on parle souffrent d'isolement. Et donc, il y a un enjeu à ce qu'il y ait du lien entre les parents eux-mêmes, du lien avec l'ensemble des acteurs sur les territoires et que tout parent, finalement, soit relié à d'autres acteurs sur ces territoires. Et cette capillarité, elle va permettre à ce que le plus grand nombre, à un moment donné, soit en contact de l'école, de tel ou tel enseignant. Parce que, effectivement, dans l'expérience des parents dont nous parlons, l'école comme institution, c'est inaccessible. En revanche, on peut nouer un premier contact et des liens durables parfois avec tel ou tel enseignant, telle ou telle personne, tel ou tel acteur éducatif que l'on connaît sur le territoire. Ça, c'est possible avec ces parents-là. Donc, voilà, derrière le masque d'une institution, il faut mettre au premier plan des acteurs qui trouvent soit du côté de l'école, soit en lien avec les acteurs éducatifs sur les territoires, des manières de dresser des ponts entre des parents et l'école. Donc, ils peuvent avoir ce rôle de médiation, de tiers, qui permet aussi parfois d'apaiser les liens entre parents et école, parce qu'il y aura cette personne qui permettra d'éviter le conflit ou le non-dit entre parents et école. Donc, il y a cet enjeu de médiation. Il y a un certain nombre de travaux de recherche qui ont montré l'importance de cette médiation. Alors, peut-être je vais un peu au-delà de la question qui m'était posée dans la réponse, mais je préfère le dire tout de suite. L'important aussi, c'est évidemment de ne pas faire à la place des parents. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il faut toujours leur donner un rôle actif dans ce lien. Et je dirais même plus encore, il faut peut-être partir des parents pour construire ce lien, tels qu'ils sont, ce que j'appelle les parents réels. Non pas les parents imaginés par l'institution, non pas les parents invisibles, mais les parents réels avec lesquels il faut essayer de tisser ces liens et les acteurs socio-éducatifs sur les territoires peuvent y contribuer. Deuxième enjeu, me semble-t-il, c'est au niveau des jeunes eux-mêmes. Alors, je pense que ce n'est pas le rôle des acteurs socio-éducatifs, socio-culturels, même si ça peut se faire à travers l'accompagnement à la scolarité, mais je dirais de faire les devoirs avec les enfants. Il y a autre chose, à mon sens, qui doit être développé, c'est le rapport à l'école, le rapport aux études, le rapport au savoir. Donc, comment, parce qu'il y a souvent un rapport qui est un peu abîmé, où les jeunes, l'école, c'est un petit peu difficile, et dès qu'il y a les premières difficultés, de fait, on commence à voir soit de l'abattement, soit au contraire du conflit, donc des jeunes qui se démarquent. L'enjeu, c'est de faire qu'il y ait ce sens qui soit donné, je l'ai dit, aux études et à l'école. Et donc, les acteurs socio-éducatifs, à travers les activités qu'ils proposent, à travers les discours qu'ils peuvent tenir sur l'école, à travers la valorisation des compétences des jeunes, ils peuvent les aider à se remobiliser, à persévérer. Vous savez qu'un des indicateurs forts qui fait la différence entre les élèves qui sont dans un moment difficile de leur scolarité, mais qui vont quand même
réussir et puis ceux qui vont échouer, eh bien, c'est le degré de persévérance. Et cette persévérance, ce n'est pas comme ça, naturellement, je suis persévérant. On me donne à croire dans mes chances. On me donne à penser que je suis capable de cheminer et de réussir comme d'autres. En sociologie, il y a une notion qui appréhende ça, ça s'appelle les effets d'attente. Les effets d'attente. Donc, quels sont les effets d'attente vis-à-vis des jeunes? Si on a des attentes positives, ils vont davantage croire dans leurs chances, dans leur capacité à réussir. Si les attentes sont négatives, je caricature, mais évidemment, ils vont davantage se conformer à cette image qu'on leur envoie d'eux-mêmes et penser que finalement, comme le disent certains d'ailleurs, et ça c'est terrible, bah, je suis nul, je ne suis pas fait pour l'école, voilà, j'ai raté. Et parfois précocement. Donc, c'est un constat d'échec, non pas du jeune lui-même, mais de l'institution et de la société plus globalement. Donc, je pense que si ça ne vient pas d'école, on peut espérer que ça puisse venir des acteurs socio-éducatifs, socio-culturels sur les territoires, qui peuvent avoir cet effet Pygmalion. On renvoie une image positive de soi-même à des jeunes qui doutent, qui sont dans des moments difficiles. Et ça peut les aider à redonner du sens à leur scolarité, à reprendre confiance en eux, plus simplement. Et c'est tout à fait nécessaire pour la scolarité. Et la scolarité, c'est beaucoup une question de confiance en soi, ce qu'on appelle le locus de contrôle interne, en sociologie, pour faire bien. Ça veut dire, en fait, je pense que j'ai des compétences et des ressources nécessaires pour cheminer et réussir. Et donc, cet effet Pygmalion, cette image positive qu'on renvoie aux jeunes, si ça ne vient pas de l'école et de l'enseignant, parfois c'est difficile, ça peut venir de ces tiers, de ces médiateurs qui sont présents sur le territoire. Ce sont aussi des effets d'altérisation des jeunes. Je veux dire par là le fait que les jeunes confrontés à d'autres jeunes se redéfinissent eux-mêmes, vont se donner une autre image d'eux-mêmes à travers ce que les autres leur envoient. Et ça, c'est un peu l'enjeu de toutes les activités qu'ils peuvent avoir à l'extérieur de l'école. C'est des activités qui vont les amener à se redéfinir et peut-être à s'émanciper aussi, c'est-à-dire à devenir différents, à être autorisés à devenir différents de ce qu'ils sont. Et ça, c'est un enjeu pour un certain nombre de jeunes dans les quartiers populaires où il y a quand même une espèce de mimétisme des effets de pair, comme on dit, PIRS entre eux, qui font qu'ils vont finir par se ressembler, mais pas toujours pour le meilleur, quoi. Donc, les solidarités négatives entre les jeunes, pour briser cette spirale, ça passe par justement des activités par lesquelles ils vont devenir différents et peut-être s'émanciper, c'est-à-dire s'autoriser à être différents. Donc, par rapport à ce que vous venez de montrer, toute cette importance, effectivement, de l'école, des parents et effectivement des acteurs sociaux, une question un petit peu provocatrice et peut-être un peu directe, mais alors, comment on fait? Comment on fait pour, pour que ce soit réussi, alors que ce soit dans des actions concrètes ou des attitudes? Alors, oui, je l'ai dit moi-même sur le début, c'est coopération, coéducation, oui, mais comment? Donc là, vous me posez la question redoutable, effectivement, de comment on fait une fois qu'on a posé ces éléments de diagnostic, de compréhension, de reformulation du problème et de ses enjeux, ce que j'essaye de faire dans un temps très ramassé, mais on aura un temps pour échanger. Alors moi, en fait, je n'ai pas, c'est pas mon rôle de dire aux professionnels ce qu'ils doivent faire sur le terrain, dans des contextes très contrastés, on le sait bien aujourd'hui, avec des moyens aussi qui ne sont pas tous les mêmes, et puis avec surtout des familles, des jeunes, des partenaires qui sont très différents d'un quartier, d'un territoire à un autre, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a des habitudes de collaboration, etc., etc. Bien. Donc je pense que mon propos, ce n'est pas de réfléchir concrètement aux actions à décliner sur un territoire. En revanche, c'est peut-être de poser des principes pour l'action, c'est-à-dire des jalons auxquels on pourrait se raccrocher, des points d'appui qui seraient partagés, qui feraient partie d'un fond commun en quelque sorte, d'un arrière-plan commun pour ensuite agir. Alors, je peux en énoncer quelques-uns. Il me semble que il y a un principe, on va dire, d'interconnaissance et de reconnaissance. Ça me paraît très important, c'est-à-dire que
que les acteurs, je le disais un peu tout à l'heure à travers le maillage sur les territoires, se connaissent et se reconnaissent. Se connaissent qui fait quoi, voyez, et que les parents, évidemment, puissent avoir un interlocuteur. Exemple concret, c'est qu'on s'est rendu compte que le plus difficile, comme dans beaucoup d'expériences du reste, c'est la première fois. Et donc, ce qui est difficile pour des parents qui sont peu familiers de l'école, c'est d'avoir un premier contact. Donc, comment créer les conditions de ce premier contact? Il ne faut pas que ce premier contact se passe au mois de janvier sous la forme d'une convocation pour dire aux parents ça ne va pas. Donc, on fait le bilan des 4 mois écoulés, il y a des problèmes, etc. Et souvent, c'est pour dire que ça va être difficile de remonter la pente. Donc, les parents sont désespérés. Alors, je ne dis pas qu'on va faire des miracles, mais les parents entendront mieux ce que l'école pourra leur dire et pourront aussi mieux agir si ils ont eu un premier contact sur une base de confiance à construire dès le mois de septembre, par exemple. Vous voyez. Donc, moi, j'invite les écoles, les collèges à se dire, bon, bah, tout nouveau parent doit être rencontré par un acteur de l'école au moins sur le premier mois de l'année scolaire. De façon à ce que les parents dont on parle, ils aient un interlocuteur identifié avec qui ils aient pu parler sur une base non polémique et je dirais même presque sur une base non scolaire. Ce n'est pas grave si on parle de la pluie et du beau temps parce que ça va être le mode d'entrée dans l'échange pour un certain nombre de parents. Une conversation ordinaire. Et par cette conversation ordinaire, ils vont se juger légitimes. Et on a des témoignages dans ce sens. Je ne pensais pas que je pouvais dire ça à un enseignant, qu'on pouvait parler de ces choses-là. Et ça veut dire que la rencontre suivante, si c'est pour parler de l'école, si c'est pour parler éventuellement des difficultés scolaires de l'enfant, ils vont être capables d'entendre parce qu'ils auront identifié une personne à qui ils auront pu parler et qui va les connaître et à travers ça aussi les reconnaître. Donc il y a cet enjeu d'interconnaissance entre les acteurs, parents-école et de reconnaissance. Mais c'est vrai aussi au niveau de l'ensemble des acteurs sur le territoire. J'ai fait une évaluation il y a quelques années du PEDT en Seine-Saint-Denis. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quel territoire. Donc il y a une grande densité d'équipements. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, l'enjeu, c'était qu'il y ait de l'interconnaissance entre les différents acteurs des associations, des équipements, des établissements sur le territoire. Alors, quand tout se passe bien, finalement, on n'est pas très sensible à cet enjeu. Mais quand il y a des difficultés, et c'est plus souvent le cas dans certains territoires, eh bien, c'est véritablement un enjeu qui est cette interconnaissance de façon à ce qu'on puisse relayer, qu'on puisse tisser des liens, qu'on puisse, comme je disais tout à l'heure, mailler en quelque sorte le territoire à travers cette interconnaissance et cette reconnaissance. Un deuxième principe sera un principe de légitimation des parents. Comment rendre légitimes des parents qui doutent beaucoup? Comment faire qu'ils puissent s'autoriser? Eh bien, je pense qu'il y a eu des exemples qui ont été donnés tout à l'heure dans la présentation. Je pense qu'il faut créer des activités, des actions, des événements qui soient accessibles par ses parents ou mieux, qui soient portés par ses parents. Je mets en avant l'idée de faire des parents non pas simplement des acteurs, mais des auteurs, c'est-à-dire des personnes qui seraient effectivement au point de départ d'un certain nombre d'initiatives, d'activités, d'événements qui seraient créés dans l'école ou en lien avec l'école, associant les enfants, associant d'autres parents, associant des partenaires sur les territoires. Donc en fait, les rendre légitimes, les autoriser en partant d'eux, c'est-à-dire effectivement en leur montrant que on prend en compte ce qu'ils proposent, ce qu'ils ont envie de nous dire. Alors, c'est un chemin en quelque sorte inverse de celui qui fonctionne actuellement avec l'institution scolaire, puisque je le disais tout à l'heure, l'institution scolaire, elle a fixé son cadre avec ses attentes normatives, avec ses modalités de relation avec les parents. Puis alors, il y a ceux qui rentrent dans le schéma, et puis il y a ceux qui s'en écartent. Le problème, c'est que quand vous faites une norme, vous faites aussi une déviance. Toute norme appelle une déviance, c'est-à-dire quelque chose qui va s'en écarter. Donc, si vous avez des attentes normatives vis-à-vis des parents d'élèves, ceux qui s'en écartent deviennent des déviants. Et les déviants, on les appelle comment? On les appelle des parents démissionnaires. Ou si on ne les appelle pas comme ça, on pense qu'ils ne font pas ce qu'il faut, ils sont de mauvaise volonté, ils ne s'intéressent pas à la scolarité de leurs enfants, etc. Je n'ai pas rencontré, et tous les chercheurs qui travaillent sur la question vous le diront, de parents qui ne soient pas soucieux de la réussite scolaire de son enfant. Donc la question, ce n'est pas la préoccupation et l'implication parentale,
c'est la question des formes que ça va prendre et des compétences que les parents peuvent mobiliser. Et là, c'est très inégal. Donc, si on n'y prend pas garde, évidemment, on ne fait que renforcer les inégalités. Vous voyez, un paradoxe par lequel, finalement, l'ouverture de l'école, elle renforcerait l'avantage de ceux qui sont déjà les plus familiers de l'école. Et en même temps qu'elle ferait ça, elle montrerait du doigt ceux qui ne rentrent pas dans le jeu, alors même qu'ils essayent, à la mesure de leurs moyens, de faire un peu pour leur enfant. Donc, il y a cette idée de l'autorisation symbolique des parents qui les rend légitimes dans l'école et qui appelle peut-être une idée qui consiste à faire des parents des auteurs, hein, c'est-à-dire des personnes qu'on va solliciter. Et c'est le travail qu'a fait ATD Quart-Monde sur le quartier à Rennes. C'est-à-dire, ils ont fait des groupes de parole, ils ont donné. Alors, tous les parents ne sont pas là, bien sûr, mais ce n'est pas grave que tous les parents ne sont pas là. L'important, c'est que ces parents-là se sentent représentés, qu'ils sentent qu'il y ait quelques-uns parmi eux qui portent un peu la voix d'un plus grand nombre, qu'ils soient donc représentés, qu'ils aient une écoute. Et c'est ce qui a été fait. L'espace parent dont vous avez parlé, qui prend des formes différentes, qui a fait des parents écoute, etc., ça, c'est une idée qui a germé dans le cadre de ces groupes de parole. Alors après, il faut voir la traduction concrète et comment c'est investi par les parents. C'est très, 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 très inégal. Hein. Il y a des réussites et puis il y a des choses qui sont évidemment très décevantes. Mais pour autant, va-t-on renoncer? Non, en tous les cas, pas sur le principe, à mon sens, par lequel, effectivement, on va partir des parents qu'on fait auteurs. Il y a aussi des conditions, donc ça, c'est ce que j'appelle le principe d'autorisation et de légitimation des parents. Il y a un principe de diversification aussi, c'est-à-dire l'idée que, au regard de la diversité des parents, des territoires, eh bien, il faut travailler à une diversification des modalités de la relation, des formes du lien qu'on va tisser avec les parents. Donc, il n'y a pas de recette. Il y a à inventer sur les territoires avec les acteurs et en allant au plus près des personnes concernées, en l'occurrence ici des parents. Donc, je pense que ça, c'est un principe fort aussi qui pourrait guider les démarches sur le terrain. On pourrait aussi rappeler, je l'ai dit, mais il est essentiel, le principe d'explicitation, c'est-à-dire effectivement, plus c'est explicite, plus c'est démocratique. Quand ce n'est pas explicite, ça fait jouer ce qu'on appelle la connivence culturelle. Vous voyez, on n'a pas besoin de se dire les choses, on se comprend. Mais quand on fait ça, il faut savoir comment on se situe socialement. Donc, effectivement, entre enseignants des classes moyennes et parents des classes moyennes, pas toujours le cas, il ne faut pas exagérer. Enfin, ça va de soi dans un certain nombre de cas. Les évidences sont partagées. Il y a cette connivence culturelle qui joue fortement. On a dans ces relations toujours quelque part un enseignant ou une enseignante qu'on va solliciter pour lui demander conseil, etc. Quand vous êtes dans les classes populaires, les parents les plus vulnérables, vous n'avez pas ces réseaux, vous n'avez pas cette familiarité avec l'institution, donc vous ne vous sentez pas légitime, l'institution est opaque, vous ne comprenez pas ses règles, et quand bien même vous les comprenez, vous ne pouvez pas y accéder. Donc, attention, quoi. Si on n'explicite pas, on fait jouer la connivence, et quand on fait jouer la connivence, on est moins démocratique. Donc, j'aurais envie de terminer là-dessus, je regarde le timing en même temps. L'explicitation comme condition de la démocratisation. Ça, c'est, je crois, très important pour guider un peu les actions sur le terrain, comme c'est très important aussi dans les pratiques pédagogiques des enseignants. On le dit bien, hein, à travers l'expression apprendre à apprendre, c'est bien ça, hein, le code d'acquisition des apprentissages. Eh bien, un peu de la même manière pour les parents, il faudrait un code d'acquisition des compétences. À cette différence près, je termine avec ça, que des parents ne sont pas là pour apprendre. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée, c'est un peu des oppositions personnelles là, que je m'autorise, qu'il faudrait former des parents. Il faut les accompagner, mais les accompagner à partir de ce qu'ils sont, de ce que j'appelle les parents réels. Donc, il faut travailler à partir de leurs ressources. On n'est pas là pour formater les parents. Parce que quand on fait ça, on renforce le rapport asymétrique. Hein. Donc, on met les parents en position d'élèves. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, vous savez, des fois, ils rencontrent l'enseignant de la classe, puis ils sont assis sur des chaises des enfants tout petits, puis et l'enseignant peut être assis parfois sur une chaise haute. Enfin, ils ont le sentiment qu'il y a une espèce d'asymétrie qui est terrible, quoi, et qui est difficile à vivre pour eux-mêmes qui ont parfois une mémoire scolaire douloureuse. Voilà, je
je m'arrête là pour cette première partie, si vous voulez bien. Merci. Merci beaucoup pour tous ces apports et puis ces dernières pistes, effectivement, aux repères pour l'action, l'interconnaissance, la légitimation, la diversification, l'explicitation. Voilà, autant de principes pour la coéducation. Je propose maintenant, du coup, de vous donner la parole à vous toutes et tous qui avez pu entendre ces propos. Alors, il y a deux façons par lesquelles vous pouvez réagir, soit en partageant vos questions via le chat, la discussion. Donc, certains d'entre vous ont commencé à le faire, soit en levant la main. Donc, pour ça, il vous faut cliquer en bas à droite sur l'onglet « Réaction » et vous avez est écrit « Lever la main ». Donc, voilà, moi, ça me permettra de voir que vous souhaitez prendre la parole et je pourrai ainsi vous la donner. Moi, peut-être, Muriel, je ne sais pas si tu as déjà une question à transmettre. Sinon, moi, j'en ai une en tête, donc dis-moi. Oui, peut-être que... Alors moi, je me fais la voix de Madame peut-être Sibilo, c'est à moins que vous vouliez prendre la parole, mais en direct. Enfin, en tout cas, je vais lire votre question, puis peut-être que vous allez vous connecter. En fin de compte, qui interroge voilà, la question des parents contestataires, de savoir comment on fait peut-être pour les remettre. Alors, elle dit, vous dites remettre au premier plan les règles de jeu sur la coéducation. Oui, il y a les parents invisibles et inaudibles même. Non pas qu'ils sont sans voix, mais leur voix ne porte pas. Et puis, il y a les parents contestataires, surprésents, voilà, qui contestent, c'est vrai, parfois, voilà, qui sont sur des exigences qui ne sont pas de l'ordre des règles de l'institution scolaire et du statut de l'élève. Alors, que dire? Je crois que ça fait partie effectivement du sujet au sens où, dans l'idée de la coéducation, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée aussi que si on veut s'entendre sur des règles, sur des responsabilités, il faut aussi accepter les désaccords possibles. Mais les désaccords, non pas pour les laisser à l'état de lettres mortes et sans solution. Et il me semble que, hélas, le plus souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ça reste un peu sans solution. On tombe dans l'impasse. Donc, les parents sont fâchés, mais ils ne vont pas complètement le dire parce que sinon, ils vont dire ils vont s'en prendre à mon enfant. C'est ce que disent les parents, très spontanément. L'école, se méfiant de certains parents, va être un peu sur la défensive. Donc, on sent des relations parfois tendues entre parents et école. Alors, je pense qu'il faut accepter l'idée du désaccord, parfois du conflit, enfin, ce n'est pas souhaitable, bien sûr, le conflit, mais en considérant que de ces désaccords peut naître des solutions nouvelles, partagées. Donc, faire du désaccord une possibilité de construire des propositions, des solutions nouvelles, que ni l'un ni l'autre des protagonistes n'avaient imaginé. C'est-à-dire à partir de l'idée que le désaccord et le conflit peuvent être constructifs. Plus que ça même, ils peuvent créer du lien. Donc, il y a un grand sociologue allemand qui a écrit sur le conflit pour dire que le conflit, il est socialisateur. Bon, je ne fais pas l'apologie du conflit, vous imaginez bien, ce n'est pas l'idée, mais ce serait naïf aussi de penser que parents et écoles seraient toujours d'accord et que ça irait voilà, toujours dans le sens du consensus. Quand ça va dans le sens du consensus tel que les choses sont établies, en fait, ça va dans le sens de l'institution scolaire. Et les enseignants, quand vous leur demandez sur les relations parents-école, les parents, il faut qu'ils aillent dans le même sens que l'école. Mais s'il faut qu'ils aillent dans le même sens de l'école, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se conforment à un rôle qui est défini pour eux, mais sans eux. Tous n'y accèdent pas. Donc, c'est un peu problématique. Donc, nécessairement, il y a des problèmes d'ajustement, il y a des problèmes, il y a des désaccords. Mais je crois que le désaccord permet justement, s'il était explicité, de dégager des solutions
dégager des solutions nouvelles. Donc, ça, c'est ma première remarque, mais à mon avis, assez fondamentale. C'est-à-dire que plutôt qu'un faux consensus, hein, où les parents, en fait, sortent de la réunion très énervés, mais ils ne vont pas le dire, mais l'enfant, lui, il va l'entendre, il va le comprendre, que ses parents sont en désaccord avec l'enseignant. Donc, ce n'est pas une très, très bonne chose, hein, par rapport au rapport à l'école et aux études, comme on disait tout à l'heure. Donc, il vaut mieux un désaccord d'où émergent des solutions nouvelles qu'un faux consensus où chacun reste sur ses positions, pire, renforce ses positions, quoi, avec ses certitudes, et où l'enfant est pris en tenaille, hein, il est otage dans ce désaccord. Donc, acceptons d'y. Alors, deuxième condition, pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'on puisse créer des conditions d'une parole écoutée, protégée du côté des parents. Et ça, alors, je ne suis pas en train de dire que les choses sont simples, hein, mais c'est quand même un enjeu. C'est-à-dire que les parents, il faut qu'ils puissent dire sans, comme je disais tout à l'heure, se trahir, sans se dévoiler, sans se mettre en danger. Il y a un certain nombre de parents vulnérables qui préfèrent rester en retrait, qui préfèrent se taire. Donc, comment créer les conditions d'une parole protégée et écoutée? Quand je dis écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend en compte ce que les parents disent. Il est montré, ça ne concerne pas que l'école, que les parents les plus vénérables dans les classes populaires, ils ont le sentiment que les institutions ne prennent pas en compte ce qu'ils peuvent vouloir dire. C'est très fréquent, hein, et je sais qu'il y a la CAF qui est là, et ça, c'est des choses qu'on a très souvent dans les recherches, hein, dire de toute façon, on est un numéro, ils ne nous écoutent pas, c'est administratif, enfin, ils ont le sentiment en fait de ne pas peser sur les décisions qui les concernent. Donc l'enjeu, c'est effectivement de leur donner une voix en montrant qu'elle est prise en compte, qu'il y a une considération. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ce que les parents demandent, de moins s'en faut, mais qu'on prend en compte aussi ce qu'ils disent et qu'on essaie de construire une solution partagée avec eux. Sinon, où est la coopération? Où est la coéducation? Je ne sais pas. Merci. Alors, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de main se lever, donc n'hésitez pas à le faire si toutefois vous voulez prendre la parole. Et puis en attendant, Muriel, je te laisse peut-être poser d'autres questions du chat. Oui, donc une question par rapport à effectivement, est-ce que les parents peuvent s'appuyer sur les syndicats de parents, donc syndicats ou associations de parents? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Moi, je suis en contact régulier, vous l'imaginez bien, avec les fédérations, les associations de parents, les sessions de parents d'élèves. Alors, que dire? Que d'une part, leur poids est moins important aujourd'hui qu'il ne l'a été dans les années 70 ou encore les années 80. Donc, ça, c'est un premier point. Et que, deuxième point, ces associations qui ont moins d'adhérents, moins de votants, un parent sur deux vote à peu près pour les élections du second degré, du premier degré, pardon, 1 sur 3 schématiquement pour le 30%, je crois, pour le second degré. Vous voyez que la mobilisation n'est pas énorme. Les associations donc, ont moins d'adhérents, comme les syndicats, comme les partis politiques, hein, ce n'est pas que les associations de parents d'élèves, et elles ont une orientation qui est plutôt déformée par rapport à la réalité sociologique des familles. Je veux dire qu'il y a plutôt des classes moyennes, des parents enseignants d'ailleurs, qui sont eux-mêmes pas des associations, ils sont surreprésentés. Donc, la capacité à représenter la diversité des parents pose problème aujourd'hui pour les associations de parents d'élèves. À côté de ça, il y a ce qui est devenu majoritaire d'ailleurs, des associations non affiliées, des groupements de parents autonomes, apolitiques, enfin c'est comme ça qu'ils se présentent le plus souvent, qui ont une existence parfois éphémère, qui est liée au fait que des parents se regroupent pour peser un petit peu plus sur les décisions, sans être affiliés aux grandes fédérations, le temps de la scolarité de leur enfant, notamment à l'école élémentaire. Bon, voilà un petit peu la situation. Alors, dire ça, c'est aussi, comme je l'indiquais tout à l'heure,
souligner qu'elles sont tout à fait nécessaires, mais de moins en moins suffisantes. C'est-à-dire, fut un temps où, effectivement, dans les années 70, leur influence était telle que, finalement, les parents pouvaient se sentir représentés. Ce n'est plus le cas. Donc, là aussi, il faut inventer des moyens de représentation des parents dans l'école. Alors, ça existe un peu dans les quartiers, par des parents relais, par des groupements de parents, par des médiations qui se font localement. Donc, oui, des sessions de parents d'élèves, mais de moins en moins suffisantes. Donc, nécessairement, à la mesure de la diversité des familles, il faut penser à la diversité des modes de représentation des parents. Comment donner, comme je disais tout à l'heure, une voix à tous les parents, hein. Il ne s'agit pas que tous les parents soient présents dans l'école. Ça, c'était un petit désaccord que j'avais avec ATD Carmonde sur le quartier prioritaire à Rennes, parce que leur mot d'ordre, c'était qu'il faut que les parents rentrent dans l'école. Je ne sais pas si c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est rentrer dans l'école pour y faire quoi? Et puis imaginer que ça fonctionne vraiment à la lettre et que tous les matins et en fin d'après-midi, tous les parents rentrent dans l'école. Ce serait juste ingérable. Donc, ce n'est pas ça la question, c'est que tous les parents soient représentés. Qu'ils sachent qu'il y a une voix qui va les écouter, qui va défendre leurs intérêts, leurs positions, etc. Donc, les associations parents d'élèves le font, mais ont du mal avec les classes populaires, c'est vrai, qui sont terriblement sous-représentées. Donc, il faut trouver d'autres modalités de représentation, effectivement, dans les quartiers populaires. Et il y a des choses qui se font, hein, mais c'est très local, assez éphémère, mais il faut s'en inspirer, je pense. Pour continuer par rapport à ce que vous avez dit, là, vous aviez d'ailleurs employé une très belle expression là, que les parents ne soient pas des acteurs mais des auteurs. Une question qui est, en fin de compte, est-ce que si on laisse agir les familles, est-ce que ça nécessite un accompagnement de la part des professionnels? Et si oui, de quelle sorte? Et cette question, elle se complète avec une autre qui serait, est-ce que vous pensez que cette médiation scolaire ou la participation des parents, ça peut être bien reçu de la part des professionnels? Alors oui, pour le coup, les acteurs socio-éducatifs, socio-culturels, à mon avis, ils ont un vrai rôle à jouer pour recueillir la parole des parents dans un premier temps, peut-être, parce que les parents vont se sentir moins jugés dans un cadre non scolaire que s'ils sont à l'école avec des enseignants présents. Alors, pour prendre l'exemple de ce qui a été fait sur le quartier à Rennes avec ATD Carmonde, donc ils ont fait des groupes de parole, ils ont invité des enseignants. Enfin, tous les enseignants qui le souhaitaient pouvaient venir. Bon, alors il y a eu 2-3 enseignants à quelques groupes de parole qui ont participé. Et pour avoir été observateur, d'une part, c'était des enseignants qui étaient dans la compréhension vis-à-vis de ces familles, hein, ça va de soi, mais à partir du moment où ils étaient minoritaires et où le lieu n'était pas un lieu scolarocentré, quoi. On n'était pas sous l'emprise de l'institution avec l'équipe enseignante, etc. Finalement, la parole des parents, qui était quand même une parole accompagnée par un animateur de séance qui était un représentant de l'atelier Carmonde, eh bien, cette parole a pu quand même se libérer progressivement parce que les parents échangent. Et moi-même, j'ai animé des groupes de parole dans le cadre de mes recherches post-confinement, là récemment. Et en fait, on voit bien qu'au départ, il y a un petit moment un peu d'appréhension. Et puis, une fois que c'est lancé, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, les parents ont pu témoigner des difficultés, voire des souffrances parfois face à l'école. Hein. L'école, c'est une épreuve. Il faut quand même avoir cette idée-là à l'esprit pour un certain nombre de parents dont on parle. C'est-à-dire qu'à travers leurs enfants, ils revivent la mémoire scolaire de leurs échecs, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, ils revivent ça à travers leurs enfants. Donc, c'est quand même assez douloureux. Hein. Donc, si on peut les accompagner et les soulager, je crois que c'est précieux. Et pour ce faire, il faut déjà qu'ils puissent dire, à mon sens. Et lorsqu'ils peuvent dire dans les groupes de parole à plusieurs, parce que ça évite aussi qu'ils le vivent de façon isolée. Parce que sinon, les parents se questionnent sur eux-mêmes aussi. Ils se disent, mais c'est moi qui ne suis pas un bon parent. Enfin, ils finissent par douter parce qu'on leur envoie des choses négatives.
Et à plusieurs, ils se sentent quand même plus forts. Hein. Les faibles ont toujours intérêt à ne pas être divisés, hein, parce qu'ils s'affaiblissent encore plus. Donc, quand ils sont comme ça en groupe de parole, du coup, ils se sentent plus légitimes, ils peuvent dire les choses, et on peut, à partir des parents, hein, prendre en compte cette parole et puis essayer de formaliser des choses, et ça peut prendre la forme de propositions pour monter des activités, trouver des formes du lien avec les parents. Voilà, parce que si l'enjeu, et j'en suis d'accord, c'est de faire du lien, bah, toutes les formes du lien possibles imaginées par les parents, a priori, sont bonnes à prendre. Enfin, je veux dire, l'école doit rester l'école. Hein. Elle a sa fonction, elle a ses missions. Elle ne doit pas y déroger, à mon sens, hein, quel que soit le territoire, justement. Mais le lien avec les familles, il est très inégalement constitué selon les territoires, et on voit bien qu'il y a beaucoup de chemin à faire de part et d'autre, hein, l'école, mais aussi les familles. Et donc, un enjeu pour créer effectivement ces groupes de parole, ou en tous les cas recueillir la parole des parents sur ce qu'ils souhaiteraient ou sur ce qu'ils pourraient faire. Bon, et vous savez, ça prend des formes très concrètes déjà. Les parents qui accompagnent les sorties pour des activités scolaires. La sociologie des parents qui accompagne pour les sorties, ce n'est pas la sociologie des parents qui est dans les associations de parents d'élèves le jour où il y a un conseil d'école. Hein. Il faut les deux. Mais attention, quand on dit que les parents ne s'impliquent pas, ce n'est pas vrai. On peut trouver assez facilement, d'ailleurs, si on est un petit peu observateur, mais oui, c'est un enjeu de reconnaissance, c'est un enjeu de regard qu'on porte sur qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les formes d'implication. La fête de l'école, ce n'est pas vraiment la participation des parents de cadres sup qui est écrasante, quoi, on va dire, hein, pour rester très correct. Donc, on voit bien que c'est porté beaucoup plus par les classes populaires. Donc, eux aussi s'impliquent, mais ils s'impliquent à la mesure de leurs moyens, et c'est quand même une façon aussi de faire du lien avec l'école et de donner du sens à l'école aux yeux de leurs enfants. D'où cet enjeu de diversifier les formes et les modes de faire ce lien-là. Oui, moi je préconisais une fête d'école en début d'année. Pourquoi faire la fête de l'école qu'en fin d'année? Enfin, on peut aussi la faire en fin d'année, hein, mais en début d'année, ben, je trouve curieux qu'on n'ait pas eu cette idée. Muriel, est-ce que... On t'entend pas, Muriel. Il y a Manuela Pajot qui a levé la main. Oui. Eh bien, je donne la parole à Manuela alors. Bonjour Monsieur Perrier, merci pour votre intervention. Pour commencer, à en croire l'expérience menée à Rennes, est-ce que les espaces parents, groupes de parole ou toute autre forme doivent, pour le coup, ont-ils intérêt à être proposés de façon assez systématique au sein des écoles ou des établissements? Je pense au café des parents qui traditionnellement se déroule au sein des écoles. Est-ce que vous pensez que c'est pour le coup la meilleure façon que d'aller à leur rencontre? Alors, j'ai accompagné toute la jeunesse de cette préconisation qui est devenue d'ailleurs en fait une obligation pour les écoles et collèges d'avoir un espace parent. La France n'innovant pas vraiment en la matière, puisque c'est des choses qui existent de longue date dans des écoles des pays anglo-saxons ou ailleurs, en Europe du Nord. Bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Mais moi, je serais assez partisan effectivement d'une invitation des parents à s'approprier cet espace pour en faire un lieu d'échange, un lieu d'information, un lieu d'échange entre parents, un lieu d'activité, un lieu de proposition voilà, dans l'école pour des parents qui partagent de mêmes préoccupations. Donc, ce qu'on observe, c'est que l'espace parent, il est investi de façon très, très variable, hein, selon les territoires. Il prend des formes très variables. Mais moi, j'ai fait aussi un petit travail sur le café des parents, là, dans un ouvrage collectif. Donc, on voit des cafés des parents où bon, ça vivote un petit peu, on va dire, et puis d'autres qui sont vraiment appropriés par les parents, les mères en particulier, et qui créent dans l'école un lieu d'échange entre les parents et de propositions d'activités. Alors,
qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut dire que c'est relativement peu de choses, sans doute, mais c'est quand même une manière symboliquement de reconnaître qu'on a sa place dans l'école. C'est symboliquement une manière de faire du lien avec l'école. Deuxième remarque, que si effectivement on n'est pas sur strictement le terrain des apprentissages, le terrain scolaire, on est sur un terrain qui va légitimer des parents ou des mères parfois seules, très isolées, retrouvent un pouvoir d'agir à échanger avec d'autres, voire un pouvoir d'émancipation. Je suis en train de terminer un travail sur les dispositifs OEPR, Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, sur l'Académie de Créteil. Donc là aussi, on n'est pas n'importe où, où il y a beaucoup de parents migrants, primo-arrivants, qui sont accueillis pour apprendre la langue française gratuitement pendant 2 ans. Et à travers la langue française, puisque ça se passe à l'école, apprendre le fonctionnement de l'école et les valeurs de la République, dit-on, dans les textes officiels. Moi, ce que je crois avoir compris, c'est que les parents, les mères, donc, alors, il faut savoir que ça marche très bien. C'est-à-dire, il y a quelques endroits où ça marche moyen, mais ça marche très bien. Le dispositif est un peu victime de son succès, donc il y a un problème de conditions d'accueil. Et les mères, en fait, échangent entre elles. Il y a une forme d'acculturation réciproque, donc chacune apprend de l'autre parce qu'on a des trajectoires, des histoires, des nationalités très différentes, des langues différentes. Elles apprennent ensemble, donc une forme de solidarité qui se crée, et elles sont dans ce lieu école où du coup elles sont à l'aise, elles circulent, elles vont pouvoir échanger avec les enseignants. Donc il y a un pouvoir d'agir qui se trouve renforcé par ces dispositifs. Et je trouve ça assez remarquable parce que ces parents a priori, vous voyez, on va se dire, attendez, ils ne parlent pas la langue française, ils débarquent de tel et tel pays dans des conditions souvent difficiles. Et puis, on voit des mères qui, parfois avec leurs enfants, elles arrivent avec leurs bébés pour des temps de formation, mais elles sont décidées à s'autonomiser, je dirais même à s'émanciper à travers l'usage de la langue. Et une maman qui s'émancipe parce qu'elle va mieux maîtriser la langue française, parce qu'elle va s'approprier les lieux de l'école, parce qu'elle va s'approprier l'espace public, c'est une maman qui peut accompagner son enfant à la bibliothèque, qui peut accompagner son enfant vers des activités, qui n'a pas honte d'aller à un guichet social pour demander des informations. Enfin, c'est ce qu'elle raconte en tous les cas. Donc, on voit les effets, comment dire, un peu imprévus de dispositifs comme au EPRE ou comme peuvent l'être à certains égards les cafés des parents. Donc, créons les conditions de possibilité, je crois que c'est ce qui a été fait un peu avec l'espace parents, et laissons les parents s'approprier ces lieux, alors pas pour faire n'importe quoi, ça va de soi, mais ce n'est pas ce qui se passe, hein, ils ne font pas n'importe quoi. Hein. Donc, c'est quand même très structurant d'une vie dans l'école et de liens entre les parents, enfin, il me semble. Alors, effectivement, se pose dans le chat la question de la complexité voilà, de certaines démarches administratives pour l'accompagnement, par exemple, à la piscine pour certains parents. Voilà, avec des contraintes de nombre, des contraintes d'agrément. Donc, voilà, ça, c'est vrai que ça peut freiner par rapport à tout ce que vous venez de nous dire comment dire, les relations. Moi, après, c'est un problème. Je ne sais pas s'il y a une réponse à donner à cette demande, hein, qui est effectivement, est-ce qu'on pourrait assouplir certaines choses? Bon, ou alors peut-être les penser autrement dans l'engagement. Voilà, au niveau des activités, peut-être c'est faire projet avec les familles autour voilà, d'activités proposées par les... Ah, on est en train de perdre Muriel. Vas-y, on va t'entendre. Alors, peut-être, voilà, se faire projet autour d'activités quand il y a une difficulté, une contrainte.
Alors, pardon, oui, il y a intervenir, non? Non, je ne sais pas si ta remarque appelait une réaction, Muriel, ou c'était... Allez-y, Monsieur Perrier, si vous voulez. C'était plus un constat. Peut-être qu'on peut prendre la question de Frédéric, parce que je vois qu'il me reste 10 minutes sur... c'est vrai que vous avez beaucoup parlé des mères, et quid des pères, des papas. Est-ce que vous avez des observations ou des idées sur comment faire plus de liens avec les pères? Oui, c'est une vraie question. Donc, on constate effectivement alors, que sont essentiellement les mères qui, enfin, en tous les cas, sont en première ligne, je dirais ça comme ça, dans les affaires scolaires. Elles sont en première ligne, ça veut dire que les pères ne sont pas totalement absents, mais ils sont plutôt à l'arrière-plan. Ça négocie plutôt dans l'espace domestique entre les parents avec les enfants. Alors, 2-3 remarques pour essayer d'éclairer cette question. La première, c'est que l'intervention des pères dans la scolarité est corrélée à leur niveau d'études. Plus ils sont diplômés et plus ils ont étudié, plus ils sont intervenants, plus ils se jugent légitimes à intervenir. Alors, c'est assez frappant d'ailleurs et paradoxal par rapport à ce qu'on peut voir finalement dans les familles, par exemple, migrantes populaires, c'est que, je pense aux familles que j'ai rencontrées dans le cadre de EPRE, c'est que les mères ne parlent pas français, elles n'ont pas fait des études, vous voyez, des mères qui arrivent du Sri Lanka, qui arrivent d'Éthiopie, enfin, il y avait toute une diversité de pays, et les filles sont peu scolarisées, voire non scolarisées, comme vous le savez. Donc, non seulement elles ne parlent pas la langue, mais elles n'ont pas fait d'études. Donc, c'est leur conjoint qui travaille, qui, lui, parle mieux la langue et a souvent une petite qualification. Et donc, on voit des hommes qui, finalement, interviennent de façon significative dans les devoirs, notamment, ou des parents qui se partagent le travail scolaire à la maison, parce que c'est le niveau d'études parentales qui est le déterminant majeur. Donc ça, c'est une première remarque. Les mères, elles, pourquoi est-ce qu'on les voit tout le temps, quel que soit le niveau d'études? Eh bien parce qu'elles considèrent que c'est davantage de leur rôle. Donc il y a une socialisation très genrée de la responsabilité éducative et scolaire qui fait qu'on retrouve d'abord les mères avant d'avoir les pères. Alors, troisième remarque, donc ça c'est important, ça veut dire qu'en fait, quel que soit le milieu familial, on a quand même plutôt les mères, mais ça ne veut pas dire que derrière, les pères n'interviennent pas. Et troisième remarque, c'est qu'en fait, les décisions se prennent souvent quand même en famille. Donc quand il y a des questions d'orientation, quand il y a des points à discuter, quand il y a des enfants à gratifier ou à punir, hein, bon voilà, il y a les deux, les pères ils sont là, hein. C'est pas que les mères. Donc finalement, ils interviennent aussi sous une forme moins visible, moins en contact de l'école, mais ils interviennent dans les enjeux de scolarité. Alors, comment faire qu'ils soient peut-être plus présents et plus représentés? Bah, écoutez, c'est un travail de longue haleine. Enfin, je ne veux pas être totalement pessimiste, mais on est vraiment sur des questions quand même d'éducation genrée, de division sexuelle des rôles. Voilà, et puis regardez la profession enseignante, pardon, profession d'enseignant, elle est très très féminisée. Aujourd'hui, vous avez 82% de femmes dans l'école, au niveau école élémentaire, vous avez 95 ou 97% d'enseignantes au niveau d'école qu'on appelle maternelle, rien que le nom déjà, école maternelle. Vous voyez, l'impression que de petite enfant, c'est nécessairement la mère, quoi. Le père est totalement absent. Et en fait, cette hyper-féminisation des affaires scolaires a des effets d'exclusion des hommes. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu des hommes dire bah, nous, les femmes, elles sont entre elles, là, quoi. Et au café des parents, par exemple, on voit qu'il y a une surreprésentation écrasante des femmes. Et vous savez, il y a des effets de seuil, quoi, dans les populations différentes. C'est-à-dire que s'il y avait un peu plus de femmes, ça pourrait se maintenir. Mais quand il y a beaucoup plus de femmes, ça devient excluant, entre guillemets, pour les hommes. Vous voyez, il faut être un homme un peu bizarre pour aller dans ces réunions où il n'y a que des femmes, quoi, en quelque sorte, quoi.
Et là, c'est vrai que c'est pas facile. Alors, sans doute, là aussi, il faut être innovant, c'est-à-dire qu'il faut trouver des biais euh, d'actions, de dispositifs qui pourraient s'adresser davantage aux hommes. Parce que je crois qu'aussi, on est sur des terrains. Bon, je prends un exemple qui est parfois confiné à la caricature, de couscous, où on va dire ah, bah, c'est chouette, la cuisine du pays, etc. Donc, évidemment, qu'on attend que les mères. Voilà, parce que la cuisine, c'est les femmes, et les femmes, bon, en plus, dans cette culture, ce sont elles qui sont en charge du repas familial, et le couscous, c'est leur spécialité. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des plats locaux, je veux dire nationaux, hein, pourquoi ça ne sollicite pas les compétences masculines? Après tout, Masterchef, etc., toutes ces séries qu'on voit à la télévision, on a quand même une surreprésentation des hommes. Vous voyez, finalement, on conforte cette division très, très, très genrée des rôles à travers aussi une reconnaissance de certaines activités, à travers une incitation, une invitation à participer sur certaines activités qui sont un peu codifiées féminines, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là à inventer des activités qui pourraient, dans un premier temps, s'adresser davantage aux hommes ou solliciter plus directement les hommes sur, par exemple, effectivement, la cuisine? On va être, merci. Peut-être sur une toute dernière question. Muriel, je ne sais pas si tu en as une en stock, sinon moi j'en avais une sur les actions passerelles. Quelqu'un questionnait sur les actions passerelles entre la petite enfance et l'entrée à l'école maternelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à jouer de ce côté-là, sur la préparation finalement à l'entrée à l'école? Oui, si, c'est une belle question là aussi, en peu de temps. Alors, c'est maternelle élémentaire, c'est élémentaire collège. Chacun a bien conscience de la rupture, quoi, dans le passage au collège, où du coup les parents ne rentrent plus. Je sais bien, il y a des questions de sécurité et voilà, de filtrage qui se sont renforcés terriblement, hein, qui font que du coup c'est difficile pour les parents de rentrer spontanément aujourd'hui dans un collège, mais quand bien même ce serait ouvert, qu'ils ne rentreraient pas, parce que voilà, l'image du collège, les attitudes des jeunes aussi, hein, qui ne veulent plus être accompagnés, font que c'est difficile. Donc, bon, n'allons pas contre cet obstacle, essayons de le contourner, essayons d'inventer d'autres solutions. Alors, pour revenir et terminer avec la question qui était posée donc, sur le livre passerelle, alors effectivement, ça a été des expérimentations qui ont été faites, qu'on a analysées aussi à l'Institut français d'éducation, avec entre autres Catherine Hurtig-Delattre, qui a travaillé sur la coéducation en tant que directrice d'école et qui a fait un livre intéressant sur l'analyse des actions qui ont été menées. Donc, j'ai participé à ce travail d'analyse. Et effectivement, c'est rassurant pour des parents d'avoir une classe passerelle avant l'entrée en maternelle, par exemple. Parce qu'il y a des mères, notamment, vous voyez des mères, qui ont du mal à séparer de leur enfant, qui lui-même, du coup, a du mal à séparer de la mère. Donc, il crée des temps dans l'école où une ou deux enseignantes sont présentes et accueillent des mères avec leurs enfants. Donc, un temps un peu faussement informel, j'ai envie de dire, mais où l'enfant a des activités, il y a des échanges entre les parents, des échanges, des conseils qui sont donnés par des enseignants. Et donc, ça permet un tuilage vers l'école maternelle. Et je pense que cette idée, elle est à poursuivre de la maternelle vers l'élémentaire et un gros travail à faire de l'élémentaire vers le collège. Parce que, je termine avec ce point, l'élémentaire protège relativement les enfants dans leurs difficultés scolaires. Mais l'entrée au collège peut être catastrophique. Les 2 années de 6e, 5e, il se creuse plus d'inégalités scolaires que sur l'ensemble de la scolarité élémentaire. D'accord ? C'est-à-dire qu'en 2 ans, vous avez un espèce d'effet catalyseur, 6e, 5e. Donc, ça décroche scolairement du côté des jeunes, ça décroche dans le lien parents-école. Les acteurs socio-éducatifs, socio-culturels ont plus de mal aussi à jouer leur rôle de médiation. Moi, je me souviens d'un collège dans l'éducation prioritaire, dans le quartier où on étudiait, on a rencontré des enseignants, ils ne savaient pas qu'il y avait des dispositifs d'accompagnement à la scolarité dans le quartier, parce qu'on a des jeunes enseignants
ils sont là, pour un certain nombre d'entre eux, n'ont pas choisi, vont peut-être repartir assez vite. Donc, ils ne prennent pas la mesure des ressources locales. Donc, il y a aussi ce niveau d'information auprès des enseignants, de rencontres à avoir avec les équipes pédagogiques pour montrer toutes les ressources qui sont disponibles sur les territoires. Et vous êtes les acteurs sur ces territoires. Merci beaucoup. Effectivement, cette dernière question permet de faire une belle transition avec la suite sur cet enjeu, là encore, de l'articulation entre les différents acteurs de l'éducation, de l'éducation formelle et de l'éducation informelle, de l'éducation populaire. Donc, ça laisse entrevoir encore beaucoup de travail voilà, et de portes à ouvrir. Permettez-moi, on est face à un enjeu d'une grande complexité, une complexité qui s'est renforcée. C'est quand même pas simple, hein, ce dont on parle. Moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille sur la question, je ne cesse de tirer des fils. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des marges d'initiative et d'action pour les acteurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Il y a eu des choses de faites, avec plus ou moins de succès, mais il y a encore plus à faire, je dirais, aujourd'hui qu'hier. Merci beaucoup à vous. On vous invite à rester bien sûr avec nous sur la suite. Et effectivement, des marges d'initiative, il y en a encore. Et c'est pour ça qu'on souhaitait poursuivre cette conférence par une invitation. Muriel, on peut dire ça comme ça. Une invitation que l'on vous lance à vous toutes et tous qui participez cet après-midi et puis à d'autres qui nous rejoindront peut-être après. Je te laisse, Muriel, faire cette invitation, démarrer cette invitation. Donc, effectivement, une présentation de cette campagne d'animation pour l'année à venir, hein, autour de tissons les liens avec nos écoles. Donc, ayant pour objectif d'impulser, de continuer à accompagner tout ce qui peut se faire au niveau local, hein, tout ce qui est déjà en œuvre, mais surtout permettre de nouvelles initiatives entre les parents, les professionnels de l'éducation nationale, mais aussi tous les acteurs socio-éducatifs présents sur l'endroit où on peut se situer. Et puis, bien sûr, peut-être l'objectif primordial étant de favoriser les liens de confiance entre les parents et l'école, parce qu'on l'a en tête depuis le début, tout ça pour la réussite de tous les enfants. Voilà, tisser les liens ensemble. Je crois en plus, Monsieur Perrier, que vous avez employé cette expression tout à l'heure dans votre intervention. Donc, on voit que c'est bien raccord. L'idée, c'est d'accompagner en fait tout au long de l'année scolaire prochaine les actions, les initiatives que vous conduisez déjà ou que vous pourrez conduire à l'avenir. Donc, voilà, on est le 26 mai, c'est le lancement de cette campagne d'animation, de cet appel à initiative. L'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner. Alors, vous avez dans le chat le lien vers la présentation de cet appel à initiative pour que vous puissiez vous manifester, vous nous indiquer que vous êtes intéressé, partant, motivé pour y prendre part. Et puis nous, de notre côté, alors quand je dis nous, c'est bien entendu le réseau parentalité et avec l'ensemble du groupe de travail qui est à l'œuvre depuis maintenant 1 an et demi. Nous, de notre côté, on s'engage à vous fournir une boîte à outils qui sera composée de différents supports ludiques ou pédagogiques qui peuvent permettre des temps d'échange au sein de vos écoles, de vos territoires, de vos quartiers, de vous faire part d'expériences que l'on a pu repérer et qui semblent intéressantes et qui peuvent être inspirantes aussi pour vos propres actions, de vous communiquer une bibliographie, une filmographie ou d'autres sites internet ressources pour conduire ces actions-là. Et puis l'année scolaire prochaine sera ponctuée de rendez-vous mensuels, probablement en visio, parce que voilà,
ce format présente aussi l'intérêt de pouvoir réunir des acteurs de l'ensemble du département pour partager vos expériences, échanger sur les pratiques, vous faire part voilà, d'outils ou de méthodes qu'on aura envie de vous transmettre. Et puis également, sans doute, la diffusion de podcasts qui viendront diffuser des témoignages de parents, de professionnels de tous horizons sur cet enjeu de la coéducation. Et puis on espère pouvoir organiser en 2022 un événement en vrai. On n'a pas pu le faire aujourd'hui et du coup l'idée c'est dans 1 an de pouvoir nous réunir toutes et tous et pouvoir partager ces expériences et ces initiatives locales qui auront pu réunir parents, enseignants, acteurs socio-éducatifs, socio-culturels autour de l'objectif de la réussite de tous les enfants. Voilà un peu voilà le portrait de cette, cette campagne d'animation et donc on vous invite, que vous soyez un groupe de parents, une association de parents, une école, une équipe éducative, une association, un centre social, voilà, une structure qui fait de l'accompagnement à la scolarité. Voilà, tous ces profils de groupes ou de collectifs peuvent répondre à l'appel à initiative que vous retrouvez voilà, via le lien qui est sur le chat ou via ce qui s'affiche à l'écran, de façon à rester en lien et puis nous encourager toutes et tous collectivement à poursuivre l'action à la suite de cette conférence.